Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'économie, le MAG. Au sommaire de cette émission, l'Égypte, cette année l'industrie du tourisme devrait reprendre quelques couleurs. Le gouvernement s'attend à recevoir au moins 10 millions de visiteurs d'ici fin 2015. Et en seconde partie d'émission, on parlera des modes de consommation émergents et notamment d'Uber. Le champion du VTC se jette à l'eau. Il lance une version maritime à Istanbul. Mais avant de développer ces titres, je vous propose de voir ce qui fait l'actualité économique internationale. Et on commence avec la zone euro. D'après les premières estimations officielles, en septembre, l'inflation est repassée en territoire négatif, moins 0,1%. On est donc encore loin de l'objectif de 2% visé par la Banque centrale européenne. Résultat, l'institution pourrait prolonger son programme de rachat de dette jusqu'en 2018. Et quant au chômage, eh bien, en août, il est resté stable à 11%. C'est son plus bas niveau depuis février 2012. C'est le dernier budget du quinquennat de François Hollande, en tout cas en année pleine. Il a été présenté ce mercredi et au menu pour 2016, on retrouve, conformément aux promesses du président, des baisses d'impôts, la prolongation des aides aux entreprises. Alors ça, c'est pour les dépenses et du côté des recettes de l'État, il y a notamment des mesures contre la fraude fiscale, une baisse des crédits pour l'aide au développement et l'environnement, de quoi atteindre un effort d'économie de 16 milliards d'euros contre 14,5 milliards cette année, puisque selon l'INSEE, la dette publique a atteint 97,6% du PIB entre avril et juin 2015. Toujours en France, le Premier ministre Manuel Valls a tranché. L'accord sur les salaires des fonctionnaires sera finalement appliqué. Un texte qui prévoit de revoir toutes les grilles de rémunération d'ici 2020. Pourtant, les partenaires sociaux n'étaient pas tous d'accord, et notamment la CGT, le premier syndicat de la fonction publique. Écoutez. Nous sommes face à une situation inédite, et donc face à une situation inédite, il faut sans doute une décision exceptionnelle. 6 syndicats sur 9, qui sont représentatifs de la fonction publique, ont dit qu'ils signeraient l'accord. 3 ont annoncé qu'ils ne le signeraient pas. Les 6 sur 9 représentent 49% des fonctionnaires. Je reconnais que ça ne fait pas 50%. Nouvelle étape dans l'affaire Volkswagen. Après avoir identifié les véhicules équipés des logiciels capables de fausser les contrôles anti-pollution, le groupe s'apprête à les rappeler. Il y en aurait près de 950 000 en France, plus d'1 million au Royaume-Uni. En parallèle, Volkswagen continue de chercher les responsables de ce scandale. On s'attend à une nouvelle vague de limogeage au sein de la direction dans les jours à venir. En Asie, les bourses se reprennent, et notamment Tokyo, après une chute de plus de 4% mardi. Le Nikkei a clôturé dans le vert sur un rebond de 2,7%, et ce malgré des annonces plutôt décevantes. La production industrielle a en effet reculé de 0,5% en août, après une baisse de 0,8% en juillet. Résultat, pour le troisième trimestre 2015, les économistes s'attendent à un repli de l'économie de 0,3%. Toujours au Japon, Toshiba tente d'apaiser ses actionnaires qui sont furieux. Pour cela, le conglomérat industriel a organisé une assemblée générale extraordinaire après avoir obtenu un engagement financier conséquent de ses principales banques. Un accord de 2 ans sur l'octroi de lignes de crédit de 400 milliards de yens. Ça fait près de 3 milliards d'euros. Je vous rappelle que Toshiba est accusé d'avoir enjolivé ses résultats. Écoutez. Malgré les pertes considérables qu'ils ont générées, je ne ressens vraiment aucune sincérité dans les excuses qu'ils présentent. En tant qu'ancien employé, cela ne m'étonne pas plus que ça qu'une telle chose ait pu se produire. Une pression trop forte des supérieurs peut pousser à commettre l'irréparable. 10 millions, c'est le nombre de touristes attendus cette année en Égypte. Si ce chiffre est plus élevé qu'en 2014, il est toujours inférieur aux prévisions. Pourtant, c'est un secteur clé pour l'économie du pays. C'est même sa principale source de devises. Depuis janvier, il a déjà permis de générer pas loin de 5 milliards de dollars. Mais l'objectif du gouvernement est de renouer avec les quelques 12 milliards de 2010 avant la révolution du printemps arabe. C'est un sujet signé Laura Duhamel. Enfin, une bonne nouvelle pour l'Égypte. Après 4 ans de violence et d'instabilité politique, l'industrie du tourisme connaît un renouveau. Depuis le mois de janvier, le nombre de visiteurs a augmenté sensiblement et le gouvernement espère que cette tendance va se confirmer.
De janvier à août, l'augmentation a été faible, à peine 5%. L'an dernier, en 2014, nous avons eu 9,5 millions de touristes. Donc si cette augmentation de 5% se confirme, il devrait être autour de 10 millions. Nous espérons que ce taux augmente afin de dépasser ce nombre. Première source de devises pour le pays, l'industrie du tourisme est une priorité pour le gouvernement. Le secteur a déjà généré près de 5 milliards de dollars depuis le mois de janvier. Si la tendance à la hausse se poursuit, ce montant pourrait atteindre 8 milliards de dollars à la fin de l'année. Des revenus importants, mais sans comparaison avec les années précédant le printemps égyptien. En 2010, le secteur touristique avait permis de dégager 12,5 milliards de dollars, soit environ 11% du PIB. Aujourd'hui, le gouvernement concentre donc tous ses efforts pour retrouver cette vigueur d'antan. Si nous devons avoir des priorités, je veux me concentrer sur le tourisme de masse. Si le tourisme dans le désert est important, ils ne sont pas plus de 350 000 personnes à le visiter. Alors que Sharm el-Sheikh a déjà accueilli plus de 4 millions de touristes. Je veux donc me concentrer sur les sites qui attirent un large nombre de personnes. Si aujourd'hui l'Égypte est plus stable politiquement, une autre menace est apparue au pays des pharaons, Daesh. Une menace que minimise le ministre égyptien du tourisme. Les médias ont insisté sur des incidents malheureux et n'ont pas parlé du reste de l'Égypte. Nous travaillons et vivons de façon normale, mais cela n'est relayé par personne à l'étranger. L'avenir reste donc incertain pour le secteur du tourisme en Égypte. Il y a moins d'un mois, les forces de sécurité ont tiré par erreur sur des touristes mexicains. Une bavure qui pourrait bien ralentir encore la reprise espérée. Et à présent, direction Istanbul, en Turquie, avec plus de 15 millions d'habitants. Cette ville est un véritable cauchemar pour les automobilistes. Chaque conducteur perd en moyenne 125 heures par an dans les bouchons. Un chiffre qui a donné envie à Uber de se jeter à l'eau, puisque la célèbre société de VTC a décidé de lancer un service de navette maritime. Regardez. Le détroit du Bosphore, un cauchemar pour les automobilistes qui souhaitent le traverser. À Istanbul, le bateau semble une alternative efficace et une bonne affaire pour la société de transport américaine Uber. Depuis quelques semaines, un système de navette privée est disponible sur réservation grâce à l'application Uberboat. Après avoir confirmé votre point de départ, vous cliquez sur le bouton de demande et le signal est directement envoyé vers le bateau disponible le plus proche. Quelques minutes plus tard, un bateau d'une capacité de 10 personnes maximum arrive à quai. Piloté par un professionnel, il traverse le détroit en 5 minutes, en slalomant entre les ferries et les tankers. De façon générale, ce sont les gros bateaux qui ont la priorité. Nous, on navigue en fonction de leur route. Le prix de cette mini-croisière, 15 €. Même en partageant à 10, cela reste plus cher qu'un ticket de ferry public à 1,20 €. En service depuis 2 mois, Uberboat semble transporter peu de stambouliotes. Je n'ai jamais utilisé de bateau privé. Sur le Bosphore, généralement, on utilise les bateaux publics pour se déplacer. En plus, c'est pas cher. On peut utiliser la carte de transport Istanbul Card, comme partout dans la ville. Uberboat s'adresse donc aux plus pressés et surtout aux plus fortunés, mais aussi aux amoureux du Bosphore qui veulent s'offrir un petit moment de liberté. Alors on va continuer à parler de l'économie collaborative et plus généralement des modes de consommation émergents. Et pour cela, nous sommes en ligne depuis Paris avec Philippe Moiti. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'économie à l'université Paris Diderot, mais aussi cofondateur de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Alors première question, quelles sont ces nouvelles façons de consommer ? Ce sont pas toujours de nouvelles façons de consommer. Par exemple, il y a le marché de l'occasion, qui est une pratique extrêmement ancienne. Il y a le fait d'emprunter plutôt que d'acheter, de mutualiser des achats à plusieurs. C'est des choses qui existent pour certaines pratiques depuis longtemps, mais qui, grâce à la technologie, à Internet, ont trouvé un nouvel essor. L'occasion, aujourd'hui, ça touche quasiment 60% des Français. Sans le Bon Coin et sans eBay, ça aurait été difficilement concevable. Il y a des pratiques totalement nouvelles qui ont émergé grâce à ces nouvelles technologies. On vient d'entendre parler de Uber, on pourrait parler du covoiturage, du crowdfunding, c'est-à-dire du financement participatif. Ça, sans les nouvelles technologies, on a du mal à imaginer comment ça aurait pu émerger. Et donc au total, ça dessine un nouveau paysage de la consommation, effectivement. Et qui sont les adeptes de ces modes de consommation émergents ? Quel est le profil des consommateurs ? En fait, comme ce sont des pratiques extrêmement diverses, qui vont des choses très high-tech à des choses beaucoup plus terre-à-terre, comme par exemple les AMAP, le fait de se grouper à plusieurs pour acheter
la production d'un petit producteur, il n'y a pas de profil type. Il y a simplement quelques aspérités, disons. Donc globalement, on dira que les personnes très engagées dans ces nouvelles formes de consommation sont plutôt un peu plus jeunes. Elles sont plutôt avec des niveaux de revenus élevés, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que faire des économies est une motivation forte qui pousse à s'orienter dans ces pratiques de consommation. Donc malgré tout, c'est plutôt des CSP+, qui sont les plus engagés. C'est aussi lié aux valeurs, au système de valeurs et aux opinions politiques. On voit que c'est plutôt évidemment des gens à l'extrême gauche, des gens qui ont une forte sensibilité écologique qui sont les plus engagés dans ces pratiques-là. C'est aussi, curieusement, pour certaines pratiques liées à la pratique religieuse. Les personnes qui déclarent une pratique religieuse intense, toutes choses égales par ailleurs, ont tendance à être plus engagées, en tout cas dans certaines de ces pratiques, notamment les AMAP et les réseaux groupés de produits alimentaires. Donc il n'y a pas de profil type, mais on sent quand même qu'il y a des prédispositions qui poussent à s'engager là-dedans, qui consistent à combiner en fait un capital technologique, un capital économique et un capital culturel. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, 60% des Français à peu près consomment différemment, utilisent ces nouveaux modes de consommation qui émergent. Est-ce que c'est beaucoup par rapport aux autres pays dans le monde ? On manque de données comparables. En réalité, les instituts de statistiques comme l'INSEE en France ne suivent pas ce type de pratique. Donc il est très difficile d'avoir un panorama international avec des questions qui ont été posées dans les mêmes termes. On a l'impression qu'en France, on n'est pas manchot, si j'ose dire. On est plutôt avancé dans ces pratiques-là, notamment le covoiturage rencontre un franc succès. L'occasion, les Français s'y sont mis massivement. Faut dire aussi c'est un nouveau secteur qui est en train d'émerger dans l'économie avec des startups qui, pour certaines d'entre elles, sont en passe de devenir de grandes entreprises, de véritables marques. Je pense évidemment à Blablacar, au Bon Coin, qui revendique quand même 30 millions d'inscrits sur son site, c'est tout à fait considérable. La Ruche qui dit oui à un niveau plus modeste sur les achats groupés de produits alimentaires. Et donc ces startups qui sont des startups françaises en passe de devenir de véritables marques entraînent en quelque sorte les consommateurs dans ces nouvelles pratiques de consommation. Et donc on a ici quelque chose de nouveau qui apparaît à la fois dans les manières de consommer et qui renouvelle un peu le tissu économique en fait qui s'adresse aux consommateurs. Donc pour les acteurs traditionnels de la consommation, les marques et les enseignes, il faut prendre les choses au sérieux. Et quel est en 2 mots le potentiel de progression de cette consommation nouvelle génération? Est-ce qu'il y a des limites? Alors, je pense qu'on a fait le plus gros du chemin. Alors évidemment, comme c'est un secteur très innovant et que régulièrement des nouveaux services apparaissent, on verra l'accueil que les Français réserveront aux nouveaux services. Mais pour les pratiques qui sont déjà installées, nous suivons, nous mesurons le degré de diffusion depuis 2012. Et en fait, on se rend compte que ça progresse assez peu, en termes de nombre de pratiquants en tout cas. Donc la croissance aujourd'hui se fait plus par l'intensification de la pratique des pratiquants déjà acquis que par la conquête de pratiquants. Mais ceci dit, il reste certainement encore du potentiel de croissance parce que les pratiques sont courants. Et donc, ils ont vocation à convertir leur entourage. Puis, une fois Merci beaucoup, il y a sans arrêt des innovations en la matière, et bien ça va ces explications. On va passer maintenant au Media Watch. Et le Media Watch aujourd'hui, c'est avec Laura Duhamel. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, vous allez nous parler d'un sujet qui fait la une des médias français aujourd'hui, le possible rachat de Darty par la Fnac. Oui, c'est un coup de tonnerre dans la distribution. Souvenez-vous, en 2012, la Fnac voulait vendre des aspirateurs comme Darty. Et bien aujourd'hui, elle veut racheter son concurrent et ce pour 719 millions d'euros. Alors le but, donner naissance à un géant de la distribution. La nouvelle structure distribuerait donc à la fois des produits techniques, culturels, mais aussi électroménagers. Ce nouvel ensemble devrait être présent dans 7 pays d'Europe avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 7 milliards d'euros. Alors, originalité de cette opération, elle devrait se faire uniquement en titres, pas de versement en cash. Et pour l'instant, eh bien, les bourses ont réagi très positivement. L'action Fnac a progressé de 1,09% à la bourse de Paris, tandis que Darty a bondi de près de 15% à Londres. Est-ce qu'on peut s'attendre du coup à une disparition des 2 marques, Darty et la Fnac ? Non, alors c'est du moins ce qu'a déclaré Alexandre Bompard, le PDG de la Fnac. Les 2 marques mythiques devraient être maintenues. Il reste que pour l'instant, eh bien, l'opération n'a pas été confirmée. Darty risque de faire monter les enchères. L'autorité de la concurrence aura elle aussi bien, son mot à dire. Et donc on peut s'attendre dans un futur proche à des rebondissements. Alors un autre sujet rapidement Laura, une information plutôt surprenante. Aux États-Unis, le vinyle rapporte plus que le streaming gratuit. Oui, le progrès a parfois ses limites et rien ne vaut le charme d'un beau disque
bleus, ronds et noirs. Aux États-Unis, en tout cas, le vinyle fait son coming back. 9,2 millions de ces disques ont été vendus depuis le mois de janvier. Ces ventes ont rapporté 222 millions de dollars au premier trimestre contre 163 millions pour les plateformes de musique gratuite. Un joli pied de nez donc à YouTube, Spotify et autres. Et ce regain d'amour pour le vinyle n'est pas passé inaperçu. La chaîne britannique Texco vient par exemple de rééditer dans ce format le nouvel album d'Iron Maiden. Amazon lui a choisi les bandes originales de Dirty Dancing et de Top Gun. Il est donc temps, Johanna, de ressortir vos tourne-disques. Merci beaucoup Laura Duhamel. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Économie Le Mag. On se retrouve demain à la même heure. On parlera notamment de l'Inde qui a décidé de miser sur le solaire à seulement quelques semaines de la conférence des Nations Unies sur le climat. Restez avec nous, l'information continue sur i24 News.